Merci beaucoup pour ces exposés qui, je crois, sont des contributions qui s'emboîtent assez bien les unes dans les autres, qui montrent des facettes très différentes, qui montrent la variété des situations. Et finalement, quand on part Adélaïde et New Delhi, on n'est pas aussi très éloigné de Phnom Penh et Singapour, hein, qui sont géographiquement beaucoup plus proches, mais qui sont en fait dans des situations d'infrastructure, de culture économique, culture contractuelle complètement différentes et pourtant très proches. Donc on a cette diversité dans cette zone Asie, qu'on ne retrouve pas du tout sous la même forme dans des régions plus homogènes comme l'Europe, même si c'est très relatif, toutefois, on est quand même très éloigné. Alors, des questions ? Oui. Oh, tout d'abord, priorité aux dames. Deux questions à la fois, comme d'habitude. Oui, donc il y en a 3 là tout de suite. Oui, on va prendre 3 questions pour une fois, là, oui. Oui, mais c'est une impression que je vais vous faire en retard. Je voulais vous poser une question, monsieur Hervé, à propos de votre contrat de New Delhi. J'ai souvenir d'un grand contrat du groupe Suez à l'époque, enfin c'était la Lyonnaise des Eaux, oui c'est ça, à Buenos Aires. Où on avait aussi, je crois que c'est un contrat assez emblématique en 1993, où donc on avait fait travailler des populations des favelas pour installer le réseau et entretenir le réseau. Pourquoi est-ce que ce modèle-là n'a pas pu être appliqué à New Delhi? On prend les 3 questions et on répond en... Ouais, comme les... Merci Pierre Bécard, RATP. Je voulais savoir comment vous approchiez la gestion du risque de transfert de compétences et de savoir-faire, dans le cas d'Adélaïde en particulier. Il faudra définir la notion de risque de transfert par opposition à souhait du transfert dans une vision... La question, c'est cette co-team pose des problèmes de responsabilité, de gestion du management. Si l'un veut aller à droite et l'autre à gauche, on a le choix de procrastiner ou bien de trancher et ça peut créer des tensions. Et la deuxième, j'imagine, si ça marche efficacement, à ce moment-là, c'est un moyen pour vous de rentrer puissamment sur le marché français. Voilà, alors 3 questions qui seraient surtout à vous, mais sur lesquelles vous pouvez... sur lesquelles vous pouvez avoir des avis, parce que cette problématique des contrats, de l'établissement de relations de confiance, du long terme et autres, elle s'applique à vos 2 industries, à vos 2 entreprises, même si après les modalités peuvent être différentes. N'oublions pas effectivement qu'il y a eu un exposé avant le précédent. Non, je dis ça pour les questions à venir. Je vais peut-être prendre d'abord les 2 questions sur Adélaïde, puis après je vous parlerai du cas de Buenos Aires. Alors je vous rassure, ça marche, parce que ça fait 1 an et demi, et c'est de l'avis de tous, hein, en particulier du client, c'est une réussite. En tout cas, bon, alors c'est un contrat à 10 ans, mais on en a fait, on en a fait 15%. C'est comme dans toute organisation, en fait. Il y a un patron, il y a un directeur général, qui est quelqu'un qui vient de chez nous. D'accord ? Mais il a un supervisory board, et là, les décisions se prennent à l'unanimité. Après, vous avez la structure hiérarchique classique dans toute organisation. Donc, il y a des instances pour trancher. Mais, in fine, les grandes décisions, et j'insiste parce que c'est très important, les grandes décisions structurantes d'investissement, de master planning, etc., elles doivent être prises à l'unanimité. Et c'est vraiment les membres. Donc, ils sont forcément alignés. Toutes les décisions, en tout cas, sont forcément alignées dans l'intérêt de cette structure commune. Et c'est voulu, mais c'est réfléchi. Et c'est pour ça que le choix qu'a fait le client de dire, in fine, je vais choisir la composition des hommes et des femmes, et ce n'est pas que des CV, il a fallu, je vous l'ai dit, il y a eu intervention très lourde de coachs et de psychologues. Nous, on est habitués à être évalués par des techniciens ou des économiques et des financiers dans nos appels d'offres. C'est la première fois qu'on a été évalué sur le savoir-être et pas sur le savoir-faire ou sur le combien ça coûte. La clé, elle est là. Et effectivement, alors bon, sur le marché français, on n'en est pas sorti, hein, puisqu'on sert 13 millions de personnes en France. Certes, c'est moins qu'en Chine, on en sert 14 en Chine, sur les 33 que j'ai dit en Asie, mais enfin, c'est un pays quand même très très important. Mais effectivement, c'est une forme contractuelle qui intéresse, qui suscite, tant, puisqu'on rentre dans le sujet, tant des élus de droite que de gauche, hein, parce que c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Alors sur le transfert de technologie, il faut dépasser ça. Je veux dire, vous avez un client qui veut s'upgrader d'un point de vue technologique. Bon. Soit vous êtes une partie de la solution, soit vous êtes une partie du problème. Nous, on a choisi d'être une partie de la solution.
Après, il y a des éléments cœur de protection industrielle qui sont brevetés, qui sont protégés, etc. Mais dans les évolutions et les innovations qu'il mentionne, elles sont avant tout, évidemment, il y a une dimension technique, mais c'est plus de la gestion technique d'un réseau ou de stations, premièrement. Et deuxièmement, elle est surtout et aussi managériale, organisationnelle. C'est là qu'on apporte des choses. Et on les a mis dans une logique d'évolution en douceur, de changement dans la douceur. Je crois que dans le secteur des transports et surtout les aspects technologiques des systèmes de transport, des outils de transport, là où le problème se pose, c'est beaucoup la Chine aujourd'hui qui a mis en place des modalités réglementaires pour imposer des transferts technologiques dans les technologies les plus avancées qui soient. Il y a une volonté délibérée de faire en sorte que s'il y a partenaires étrangers, ça doit être dans le sens d'un transfert de technologie vers la Chine, volonté gouvernementale parfaitement affichée. Il y avait une troisième question. Sur Buenos Aires. Buenos Aires. Alors, j'ai passé 6 ans à Buenos Aires, donc je connais très très bien dans le cadre du contrat que vous mentionnez. Donc je le connais très très bien. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un contrat qui a été résilié de manière anticipée. C'est un contrat qui s'est terminé par un contentieux. J'en parle très, très ouvertement. On n'aura pas le temps de s'étendre sur l'histoire de ce contrat. Et effectivement, on a eu c'est là qu'on a développé à très grande échelle ce qu'on appelle l'ingénierie sociétale, c'est-à-dire l'inclusion des communautés défavorisées à Buenos Aires sur 12 millions, je vous fais ça de mémoire, sur 12 millions d'habitants, on en servait 7, et sur 7, vous en aviez, je veux dire, environ 2 qui vivaient dans des bidonvilles. C'est des gens qui n'avaient pas le service quand on est arrivé et auxquels on a progressivement amené le service. Quand vous êtes sur cette échelle-là, 2 millions de personnes dans des bidonvilles, il ne s'agit pas juste d'arriver, de tirer des tuyaux, puis de balancer des factures après. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, quoi. Donc il y a effectivement eu tout un travail qui a été fait avec les quartiers, avec les relais réels de représentativité. Ce n'est pas forcément le maire la structure administrative n'est pas forcément celle qui représente le mieux l'autorité dans ce quartier-là. Donc il faut travailler avec les chefferies locales, les associations, la paroisse, machin, le truc, le club de foot. Enfin voilà, c'est comme ça que c'est là que se passe la vie civique. Mais c'est sur la base un petit peu des enseignements qu'on a eus là-bas, qui est de l'avis unanime, y compris des autorités argentines, une partie très réussie de nos réalisations dans ce contrat-là. C'est là qu'on a commencé à formaliser et à théoriser un peu qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociétale, et c'est ça qu'on est en train de répliquer à Delhi. C'est ces enseignements-là. Et on passe un temps inouï, et on considère que ça fait partie vraiment de notre cœur métier à discuter dans le quartier de Malvianagar avec les différentes associations de quartiers qui sont là aussi. Alors vous êtes dans toute la mosaïque culturelle de l'Inde. Et donc il faut comprendre, il faut travailler, il faut structurer, il faut faire que ces différentes parties-là dialoguent entre elles aussi, c'est pas que avec nous. Il faut construire sur consensus, sur comment on fait. Ça vaut pour l'extension du réseau. Je vous ai dit qu'il fallait connecter 50 000 personnes, donc on va le faire avec ces gens-là. Tous les sujets de tarification. C'est à nous à expliquer au Delhi Jal Board que des gens qui habitaient dans un habitat peut-être un peu précaire, il ne s'agit pas juste de leur balancer une facture, il y a un accompagnement à faire. Il faut faire dialoguer entre elles des parties indiennes. À quel rythme on fait les travaux, comment ça se passe, comment on intègre les gens, quel rôle on donne à ces gens-là. Enfin, tout ça, c'est un vrai travail de fond qu'on va faire à Delhi, on fait à d'autres endroits. Et les premiers endroits où on l'a fait, c'était à Buenos Aires. Oui, bonjour, donc, Mathieu Disney. J'aurais une question pour vous deux. J'ai été très sensible au fait que vous avez réussi à personnaliser, à faire une solution sur mesure, que ce soit pour Nokia ou en Australie ou à Delhi. Et vous aviez dit que vous avez la volonté de l'industrialiser, en fait, ce modèle-là. Et j'aimerais savoir, est-ce que pour vous, c'est réellement possible? Et si oui, quels sont les leviers pour pouvoir partir d'expériences qui sont très particulières, très personnalisées pour en faire des plus globales? C'est un premier volet. Deuxième volet, donc je suis désolé qu'il y ait une question complémentaire. J'ai trouvé très intéressant les différences culturelles en fait, dans cette zone. Quand vous parliez des Philippines, par exemple,
plus chrétien, attentionné, et la Chine. Et j'aimerais avoir, si c'est possible, une petite cartographie des culturels, des différentes identités, et peut-être un focus dans ces cas-là, si on n'a pas le temps, avec Singapour, Shanghai et l'Indonésie, par exemple, qui sont des zones qui m'intéressent. Voilà pour moi. Excellente question, mais je crois que... Oui, monsieur Voisin. Industrialiser, c'est tout le défi d'une réflexion en cours chez Sodexo. Ce que je vous ai montré Nokia, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc c'est des situations qu'on va être capable de répliquer sur un petit nombre de clients, de projets, en mettant des moyens atypiques à disposition, mais ce n'est pas sustainable sur le long terme. Donc industrialiser, je pense qu'il y a très certainement une bascule de décentralisation. C'est d'avoir un jour un marketing Asie décentralisé qui soit capable de répondre à des questions de proximité culturelle. Deuxièmement, l'approche consommateur et partir d'attentes consommateurs est beaucoup plus transversale et homogène, au-delà des religions, des cultures, de ce que peuvent avoir l'attente de clients qui, eux, vont se voir systématiquement uniques, différents des autres. Les clients sont en compétition les uns par rapport aux autres, alors qu'un individu qui va travailler dans une entreprise, une administration, un enfant ou un étudiant dans une école, un patient dans un hôpital, il va en sortir dans un meilleur état qu'il y est rentré. On est sur des attentes qui sont plus universelles et qui sont plus faciles à calibrer. Donc moi je pense que c'est l'approche consommateur qui permettra justement d'avoir une offre plus transversale, une proximité organisationnelle, et puis alors après il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, parce qu'on était sur l'innovation, qui est le sujet RH. Formation, recruter, le turnover. C'est un autre débat, mais quand il faut livrer ce qu'on a vendu, l'immensité de la tâche, et aujourd'hui ce qui occupe 99%, je vais vous donner deux ratios, on a 220% de turnover en Chine et en Inde sur les 6 premiers mois. Donc ça veut dire qu'il faut recruter 4 équipes successives pour après 6 mois la stabiliser et arriver à des taux de turnover qui sont à peu près ceux des standards mondiaux. Mais alors les 6 premiers mois, et ça, c'est une des composantes de l'innovation. Ce qui est la partie, pour qui est la plaisir partie à la aval. communauté SEC, je dois dire que le turnover est extrêmement élevé à Singapour, vous le savez tous, parce que pour d'autres raisons. Effectivement, et l'ESSEC à Singapour, certes, ce n'est qu'une quarantaine de personnes, a l'un des meilleurs ratios sur ce plan-là. Nous retenons nos personnels, les gens sont heureux et restent. Pourtant. D'autres questions peut-être? Et on reviendra une autre fois sur la cartographie qui réclame à elle seule une session complète. Pendant une ou deux dernières questions. Bonjour, Jean-Philippe Cunier, je travaille dans les objets connectés. J'avais une question pour M. Voisin sur la compréhension des besoins des utilisateurs. Vous avez mentionné un logiciel qui s'appelle Personix. Qu'y a-t-il d'innovant? Enfin, quel est le concept de ce logiciel? Qu'est-ce qu'il y a d'innovant? Et une deuxième question en même temps, comme ça on prend 2 voire 3 questions et on occupe les quelques dernières minutes. Je pensais que Sodexo allait répondre à la salve de premières questions qui le concernaient aussi. Juste le transfert de technologie, parce que c'est un problème assez crucial en fait. J'ai l'impression que, à travers votre réponse, mais à travers vos propos aussi, oui, vous cédez du transfert de technologie, du savoir-faire, mais vous en acquérez. Et c'est ça qui me semble... Je voulais savoir si vous partagiez cette sensation. Je crois que par rapport à Suez et ses métiers, on est dans des business models qui sont assez différents, parce que la dimension technologique industrielle chez Sodexo, elle est quand même assez limitée. Donc la notion de transfert ne fait pas partie du contrat. Et deuxièmement, le risque financier qui est lié à une concession longue durée, on ne le porte pas. Sodexo ne porte pas l'investissement, c'est le client qui le porte. Donc à ces 2 points mis à part, on retrouve par contre des tendances lourdes sur le co-design, qui pose la question de confiance et qui
par rapport à votre question sur la cartographie de l'Asie, ouais, il y a des pays où on peut rentrer dans des logiques de confiance et des pays où c'est quand même très compliqué, sauf si on travaille avec Nokia, avec Ericsson et avec Google. À ce moment-là, on y arrive. Mais la structure même de la loyauté et de la relation de confiance dans un contrat est quand même quelque chose d'assez compliqué. Hein. Dans le monde chinois, on pense signer avec une entité personne morale. Non, on signe avec une personne physique qui a besoin d'une entité morale pour signer un contrat, mais qui peut changer d'avis. Donc c'est un petit peu compliqué. Et la notion de sharing, on peut avoir des discussions philosophiques sur qu'est-ce que ça veut dire. Et là aussi, le sharing est une approche plutôt personne physique que personne morale. Donc c'est aussi très compliqué. Donc on n'a pas cette problématique, et je pense que Suez, sur la nature même de ces métiers d'Echéo, et sur un petit nombre de méga-projets qui vont nécessiter des gestations commerciales assez longues, avec derrière des concessions de longue durée qui permettent de les rentabiliser, quand nous, on va traiter un nombre extrêmement important d'appels d'offres pendant l'année, donc on n'a pas la possibilité de pouvoir répliquer. Mais inventer de nouveaux business models et de nouveaux modes contractuels, je pense que là-dessus, on est sur, par rapport à l'Asie, on ne peut pas laisser le modèle contractuel être sur risque unilatéral et coût. On aura de très gros déboires sur le long terme. Donc ça, il faut qu'on le réinvente. Voilà, il nous reste plus que 2 minutes, donc je vais les accaparer simplement pour vous dire d'abord qu'effectivement, les 3 interventions ne couvraient certainement pas le spectre considérable du sujet, qui réclamera certainement qu'on y revienne. Mais il couvrait énormément de choses, et j'ai trouvé qu'il y avait, malgré des origines complètement différentes des entreprises, à la fois géographiques, de métiers et culturels, et des éléments de convergence extrêmement forts. Et il y en a un, moi, qui me paraît extrêmement important, c'est la posture de l'apprentissage permanente. Et je crois que s'il y a un enseignement à tirer à la fois des approches nouvelles de l'innovation, mais également du développement international en général, c'est que ne réussissent que ceux qui acceptent de se mettre dans une posture d'apprentissage permanente. C'est-à-dire une ouverture d'esprit, une capacité à intégrer des messages différents et à les relativiser, le fait de passer du temps à comparer des situations. Une autre fois, revenir sur cette comparaison Buenos Aires-New Delhi serait extrêmement intéressante, parce qu'une entreprise capable de faire ça apprend collectivement, et peu importe son origine. Et je crois que cette notion d'accepter la posture de l'apprentissage permanente est quelque chose qui est à la fois lié à l'innovation, lié au développement international et lié aux enjeux du XXIe siècle d'une manière générale. Et qu'il y a des engagements extrêmement importants à prendre là. Deuxième élément qui paraît extrêmement intéressant dans ces 3 entreprises, c'est les visions à long terme et en même temps l'agilité dans le court terme. Et c'est vrai des 3 cas. Hein. Des visions à long terme parce qu'aucun des mouvements qui ont été décrits là ne peuvent s'inscrire dans un coup, à jouer à un moment en se disant on verra après. C'est forcément, on peut jouer un coup et un coup dans une vision, mais la vision est là qui tire le développement, et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant quand elle ne s'accompagne pas d'une planification rigide qui viendrait rendre l'agilité difficile et qui tuerait, ce qui a été le cas de développements internationaux d'un certain nombre d'entreprises. Donc, vision long terme, agilité du court terme, agilité qui permet justement d'apprendre et donc de nourrir la machine à idées, sens pratique très développé. Ces 3 entreprises sont des entreprises dans lesquelles incontestablement on pense le court terme, mais on est tiré par l'opérationnel. Mais ce n'est pas un opérationnel qui interdit la pensée à long terme, la pensée stratégique, qui interdit de prendre du risque, bien au contraire, ou qui interdirait d'innover. Et c'est extrêmement important de voir que là aussi, on a dans beaucoup de cadres des oppositions de principes entre des angles, des approches qui seraient trop intellectualisants, stratégiques, machin chose, et on dit non, le terrain, attendez, qu'est-ce que ça rapporte demain, etc. On a ça dans beaucoup d'entreprises, ces oppositions, et on voit que finalement, ça ne marche pas. Alors que là, on a des illustrations d'entreprises qui sont capables de se situer dans des visions, de définir leur vocation comme allant bien au-delà des métiers traditionnels que le commun adopterait pour qualifier un Sodexo, un Suez ou un Tata, et qui sont simultanément extrêmement tirés vers l'obligation du résultat, vers l'obligation de la production de valeur, vers l'obligation de résultats concrets, et qui ont trouvé et qui améliorent tous les jours leur capacité à établir ce pont. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement, à mon avis, porteur de développement économique pour vos entreprises comme Tata, qui, à mon avis, ont de l'avenir, et plus généralement sur ce qu'on enseigne et ce que l'on doit développer dans l'esprit
à la fois des étudiants et des managers en formation exécutive, parce qu'on est là dans un cadre de pensée qui va mieux à partir d'exemples que simplement en théorie. C'est-à-dire quand on parle de ça en général, sans les exemples, ça coince. Là, on a des exemples concrets. Merci beaucoup. On a dépensé d'1 minute le temps qui s'était établi. J'espère que nous nous reverrons. À très bientôt.